Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Philippe Lemans et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires porteuses de sens. Cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, je vous invite à monter à bord d'un cargo pour une histoire haletante qui nous parle de courage, de détermination, d'engagement. Durant 13 jours, entre le 29 décembre 1951 et le 10 janvier 1952, le monde entier découvre et suit heure par heure un drame se passant en haute mer. Radio, télévision, journaux suivent pas à pas le combat d'un capitaine luttant pour amener son navire blessé à bon port. Le capitaine s'appelle Kurt Carlson et le navire, le Flying Enterprise. Naviguant pour la East Branson Company, le Flying Enterprise quitte Hambourg le 21 décembre 1951 à destination des États-Unis, avec une cargaison de 1300 tonnes de fonte et de 900 tonnes de café, en sus des 48 membres d'équipage et de 10 passagers. Mais 4 jours plus tard, durant la nuit de Noël, le navire se heurte au sud-ouest de l'Irlande à l'un des pires ouragans du siècle. Les vents atteignent 120 km à l'heure. Sous les coups de boutoir répétés de la mer, le navire se bat courageusement. Mais soudain, 2 vagues scélérates frappent de toute leur force. Une vague scélérate est une vague océanique très haute. Elle peut atteindre 30 mètres et très puissante, avec une pression pouvant atteindre 100 tonnes par mètre carré au lieu de 6 pour une vague normale. Le navire craque, une fissure se produit à hauteur du pont et descend sur 4 mètres de chaque côté du navire. La salle des machines est en partie inondée. Le 28 décembre, la gîte atteint 45 degrés. Le commandant décide de lancer un SOS. Le vapeur Southland et le navire de transport de troupes USS General Greely répondent aussitôt à l'appel et rejoignent le Flying Enterprise le 29 décembre. Mais la mer très agitée et la gîte prononcée empêchent les canots de sauvetage de s'approcher jusqu'au contact du navire. Les passagers, dont 4 femmes et un enfant, doivent sauter à la mer. Le capitaine Carlson veille à ce que passagers et matelots sautent 2 par 2, chaque homme d'équipage accompagnant un passager. Au dernier moment, Kurt Carlson décide de rester à bord, seul. Commence alors le long combat d'un homme déterminé à tout faire pour ramener son navire à bon port. Et il a de bonnes raisons pour le faire. Outre la détermination d'un excellent capitaine refusant d'abandonner son navire aux éléments, il y a la volonté d'éviter au Flying Enterprise en perdition le statut d'épave. S'il n'y a plus d'hommes d'équipage à bord, le droit maritime de l'époque donne à tout un chacun le droit de s'approprier la cargaison. Carlson protège donc aussi les intérêts de sa compagnie. Le 2 janvier, un destroyer américain, le USS John Weeks, prend la relève des navires marchands qui entourent le Flying Enterprise. Il est rejoint le lendemain par le Turmoil, à l'époque le plus puissant remorqueur au monde. À 5 reprises, des amarres sont lancées au capitaine Carlson, mais celles-ci échappent aux mains ensanglantées du commandant. N'écoutant que son courage, le second du Turmoil, Kenneth Dancy, 27 ans, profite d'un choc entre le Turmoil et le Flying Enterprise pour sauter à bord de celui-ci. Il réussit alors à arrimer les 2 bateaux. Carlson n'est plus seul. Mais dans l'intervalle, la gîte atteint 60 degrés et le navire est encore à 560 km des côtes, progressant à la vitesse d'escargot de 3 nœuds à l'heure, 5 km et demi. Jour après jour, la distance qui sépare le Flying Enterprise du port de Falmouth se réduit, tandis que la gîte s'accentue encore jusqu'à atteindre 80 degrés. D'autres navires, ainsi que des avions et des hélicoptères portant journalistes et photographes, accompagnent maintenant le Flying Enterprise. Tout est encore possible. Carlson, très lucide, est convaincu qu'il peut sauver son navire. Mais le 8 janvier, alors que le navire blessé n'est plus qu'à 67 km de sa destination, le temps se dégrade à nouveau. Et le 9 janvier, à 1h30 du matin, un cri jaillit. « Tows parted !» Câble brisé, le câble de remorque a cédé. D'autres essais d'arrimage sont infructueux. Nous sommes le 10 janvier, le Flying Enterprise est maintenant littéralement couché sur la mer et commence à se briser par le milieu. Il est 15h22, Carlson et Dancy se décident à abandonner le navire.
Le temps est si mauvais que l'hélicoptère qui doit les sauver doit rebrousser chemin. Se hissant sur la cheminée du bateau, maintenant à l'horizontale, Dancy dit à Carlsen « Pas de chance, capitaine. » Et celui-ci répond « C'est sans importance. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. » Le regard de Carlsen à Dancy est sans équivoque, il sera le dernier à quitter le navire. Puis, il se jette à la mer. 4 minutes plus tard, ils sont en sécurité à bord du Turmoil. Et à 16h09, le Flying Enterprise entame sa lente descente au fond de la mer. Kurt Carlsen et Kenneth Dancy seront accueillis en héros et recevront même à New York une ticker tape parade de 300 000 personnes. Le capitaine Carlsen, tout en modestie, en courage et en professionnalisme, sera décoré par le président Truman. Refusant l'inévitable contrat de Hollywood, il demande à pouvoir repartir en mer. Et il recevra le commandement d'un nouveau navire, baptisé Flying Enterprise II. Quel exemple extraordinaire de courage, d'engagement, de détermination. Face à l'adversité, le capitaine Carlsen cherchera la performance, d'abord en mettant ses passagers et son équipage à l'abri. Ensuite, en restant à bord, protégeant ainsi son navire et sa cargaison, jusqu'à ce qu'il doive assurer sa propre survie. Il gère donc très bien ses priorités. Mais pourquoi avoir choisi une histoire qui semble mal se finir? Après tout, le capitaine Carlsen perd son navire. Comme le disait le prince néerlandais Guillaume d'Orange-Nassau, « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Et on le voit, malgré la perte du navire, c'est l'éclatante démonstration d'engagement et de persévérance du capitaine Carlsen qui a suscité un enthousiasme mondial et débordant, non seulement à l'époque, mais aussi plus tard, par des bandes dessinées, des livres, des magazines. Des bateaux de sauvetage porteront le nom du capitaine Carlsen, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Au cœur de cette opération de sauvetage, qui aurait fort bien pu réussir, c'est bien l'engagement, la persévérance et la recherche de performance du capitaine Carlsen qui a été célébrée dans le monde entier. Lorsque Kurt Carlsen dit « c'est sans importance, il n'y a plus rien que nous puissions faire », il souligne tout à la fois toutes les forces qu'il a jetées dans la bataille et les circonstances qui, parfois, nous échappent et s'imposent à nous. Même si nous échouons de temps à autre, c'est notre attitude qui prévaut. En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation, de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi? Comment traduire cela dans mon quotidien, avec mes collègues, mes collaborateurs, mes clients, ma famille, mes amis? Par quel bout commencer? Une chose est sûre, sur les chemins de l'excellence, on progresse pas à pas, un pas à la fois. Choisissez juste un petit pas pour aujourd'hui. Et je vous retrouve avec plaisir pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence au gré de l'histoire.